concernant ses activités et puis concernant tout ce qu'elle peut faire et apporter dans la société. Sans plus tarder, nous allons l'accueillir avec cette première phase. Alors, nous sommes de retour sur Talent de Femme avec cette femme qui nous attend depuis quelques instants déjà et qui déjà veut nous expliquer un peu comment est-ce qu'elle travaille, comment est-ce qu'elle évolue notamment au sein, n'est-ce pas, de son mouvement. Et puis, entre autres, elle va aussi nous parler de ses activités, notamment associatives. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous recevons beaucoup de femmes, elles ont toujours de nombreuses activités et elles jumellent ça beaucoup plus avec leur emploi du temps et puis comment est-ce qu'elles s'organisent au quotidien, n'est-ce pas, pour essayer de mettre en exergue, n'est-ce pas, le talent de la femme car nous sommes sur Talent de Femme. Internet qui nous suivent sûrement sur devant leur petit écran et sur la page Info TV Cameroun. Voilà, bienvenue sur Info TV, c'est votre première ici à Talent de Femme. Alors, vous êtes bien arrivé, ça s'est bien passé l'arrivée ici Ouais, c'était pas compliqué, c'est assez simple, hein? C'est pas compliqué pour arriver à Info TV, il suffit juste de suivre les indicatifs et puis on arrive sans souci. Ah, ici, on accueille toujours bien les femmes et puis bien tous les invités qui arrivent chez nous. On sait aujourd'hui que vous êtes trésorière du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun intitulé MCFP. Aujourd'hui, on sait quand même que vous travaillez d'emblée avec le président. Vous avez tout un bureau exécutif avec lequel vous travaillez. Vous faites des descentes sur le terrain. Et néanmoins, vous avez une idéologie de parti, une idéologie du mouvement, entre autres. Mais comment est-ce que vous en arrivez là? C'est vrai qu'il faudrait qu'on parle aussi de votre parcours parce qu'il y a des gens qui savent pas qui vous êtes réellement. Alors aujourd'hui, on a Madame Ngab Kolo Christine. Dites-nous un peu qui est cette femme aujourd'hui qui se retrouve, n'est-ce pas, dans le bureau exécutif du MCFP et qui travaille d'arrache-pied pour mettre un peu la femme en exergue, n'est-ce pas, dans ce mouvement. Madame Ngab Kolo Christine est une jeune Camerounaise qui, depuis plusieurs années, évolue dans le domaine associatif et œuvre pour le bien-être de ses semblables. Oui, je milite dans plusieurs associations, parmi lesquelles le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité, le MCFP, et ceci depuis plusieurs années. Donc, notre objectif, c'est de permettre que la voix du peuple doit compter et on doit se faire entendre. C'est de faire entendre la voix du peuple et nous mettons l'être humain au centre de toutes nos actions. Oui, c'est beaucoup ça qui m'a amené vers la vie associative, c'est-à-dire vivre aux côtés de mes semblables et essayer de faire le meilleur que je peux, selon ce que je peux avoir, pour les accompagner dans tout ce qu'ils font. C'est un peu ça notre objectif et c'est ce qui cadre aussi avec le mouvement des franquistes, d'où mon adhésion. Aujourd'hui, vous êtes dans le bureau exécutif en tant que trésorière nationale. Alors, quelle est l'idéologie de ce mouvement? Qu'est-ce que vous prônez? Ça se passe comment exactement? Qui peut intégrer ce mouvement et pourquoi? Quelles sont les activités que vous menez à l'intérieur de ce mouvement? Déjà, on dit bonjour à Monsieur le Président national, Monsieur Mohamed Raïm Noume, qui nous suit attentivement. Et puis, on lui souhaite toutes nos condoléances, car il vient de perdre deux membres chers de sa famille, dont ses deux sœurs. Oui. Et bonjour aussi à tous nos camarades franquistes et nos sympathisants, les membres et tous les Camerounais. Bon, l'idéologie du mouvement citoyen des franquistes, c'est nous prenons la paix, l'unité, nous vivre ensemble. Nous pensons qu'une société qui veut évoluer doit évoluer en respectant ses traditions. C'est pourquoi nous prenons la valorisation de notre culture et des chefferies traditionnelles. Donc, vous intégrez les chefferies traditionnelles également? Oui, nous essayons d'amener la jeunesse à comprendre l'importance des traditions, de la tradition dans la vie, parce que la tradition, c'est en quelque sorte nos racines. C'est en quelque sorte ce que nous faisons au quotidien au mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, comme cela se dit. Oui, je crois que... Ouais.
Oui, est-ce que vous avez des rencontres avec des jeunes si aujourd'hui on a des jeunes qui nous écoutent, peut-être s'ils aimeraient, ils souhaiteraient intégrer le mouvement, comment ça va se passer et quel est réellement ce que vous faites à l'intérieur du mouvement? C'est quoi? Vous prenez quoi? Un Cameroun nouveau, uni, prospère, certes. C'est quoi? Vous avez des causeries éducatives? Ça se passe comment exactement? Quelles sont vos activités au quotidien en général? Voilà. Bon, nous évoluons sur le terrain et sur les plateformes Numérique. numériques, oui, Oui. donc c'est pourquoi Vous avez des le échanges, le oui. thème de la journée de la femme, nous, Parce bon, qu'on voit la beaucoup femme de vos franquiste, sorties à la journée de la femme, la journée de la jeunesse, la fête nationale. C'est vrai que quelque part, on ne sait pas, est-ce que vous faites de la politique, on ne sait pas. Vous allez un peu nous en parler un peu. Qu'est-ce que vous faites concrètement au, au MCFP? au MCFP, nous sensibilisons sur la citoyenneté. Hum. Nous sensibilisons les jeunes sur la citoyenneté. Dans le principe de citoyenneté. Oui, le principe de Voilà. citoyenneté, le principe de respect des institutions et tout ce qui les incarne. Au MCFP, nous voulons que la jeunesse comprenne que quand le peuple choisit un leader, on se doit tous de l'accompagner, que nous soyons pour ou contre. Quand le peuple a déjà choisi, parce que c'est le peuple qui a le dernier mot. En parlant de leader, vous indexez qui, le chef de l'État? Tout Camerounais qui peut être D'accord. choisi à la tête de l'État par le peuple. Oui, on doit s'aligner et respecter cela et accompagner nos institutions, accompagner tous ceux qui travaillent pour le bien-être des Camerounais. Oui, c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est la paix, c'est l'unité, c'est le vivre ensemble, c'est la franchise envers nos institutions, la franchise envers nous-mêmes, envers nos semblables, envers tout le monde. On doit être franc. C'est la fraternité, l'amour. Donc c'est en quelque sorte ce que nous prenons chaque jour au mouvement citoyen des franquistes. Être nationaliste, républicain, voilà, c'est un peu ça que vous prenez. Oui, on prône aussi, pour nous on pense que en toute chose c'est l'être humain qui doit être au centre. Au centre, d'accord. Oui, l'être humain doit être au centre et la priorité dans tout ce que nous faisons. Oui, on met l'être humain au centre. D'accord, l'être humain est au centre des préoccupations. Alors on parle de franquiste. C'est quoi exactement le terme franquiste? C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs mouvements, mais on sait quand même que le tout premier, c'était le MCFP et après d'autres ont suivi. Parlez-nous un peu du franquisme, c'est quoi exactement? Je viens de le dire. Mais pourquoi franquiste? Parce que c'est dénominatif. Vous soutenez Franck Biya, pourquoi et comment? Nous le soutenons. Oui. Pour nous, Franck Biya, c'est un modèle de jeunesse, un modèle de par son comportement. Oui. Et oui, de par les qualités qu'il nous renvoie, quoi. Ce qu'il nous renvoie, l'image qu'il nous renvoie, nous trouvons que c'est une bonne image pour un fils de chef d'État. Et c'est un Camerounais comme vous et moi, dont le franquisme, c'est ça. Nous avons un modèle de jeune qui est Franck Emmanuel Biya. Le franquisme, c'est la franchise envers les institutions, la franchise envers son semblable, envers son frère. Parce que la franchise, c'est ne pas faire ce qui va à l'encontre des lois. C'est pour ça, il faut être franc. Et c'est ça, c'est la fraternité. La fraternité, pourquoi? Parce que c'est l'amour. Je vais vous poser une question, parce que c'est pas quelqu'un, excusez le personnage, c'est le fils du chef de l'État, Franck Biya, mais il ne fait pas beaucoup de sorties. Est-ce que quelque part, vous travaillez en collaboration avec lui? Nous sommes le mouvement citoyen de franquistes pour la paix et l'unité. Franck Biya est notre modèle de jeune. Ah, c'est tout simplement le modèle. C'est notre modèle de jeune, oui. Et pour nous, nous pensons que c'est la personne qui pourrait... Bon, si on prend le Cameroun comme étant un terrain miné, il est le démineur. Oui, il est celui qui peut déminer et permettre aux Camerounais d'avancer sans crainte et d'atteindre l'émergence. C'est ce que nous pensons. Donc, c'est notre point de vue.
D'accord. Alors, on a vu un peu quelque part les activités du MCFP, notamment avec les femmes. On sait qu'on a célébré la femme le 8 mars. Et puis tout le mois de mars, nous étions dans le mois de la femme, car aujourd'hui nous sommes le 1er avril. Mais ça continue quand même sur l'année. On a quand même 52 semaines où on célèbre aussi la femme. Même peut-être les hommes aussi, hein, vous savez. Mais nous sommes à Talent de Femme. On va se concentrer sur la femme, notamment ces activités. Et notre invitée qui n'est autre que Madame Gab Kolo Christine. Alors, on vous voit dans les activités. On vient de célébrer la journée de la femme avec une thématique quand même bien arrimée. Qu'avez-vous prévu notamment avec les franquistes? Qu'est-ce que vous avez prévu cette journée du 8 mars? Cette journée du 8 mars, les femmes franquistes, sous la houlette du président exécutif, M. Mohamed Raïm, qui a permis à la femme franquiste d'avoir une journée, une semaine appelée la semaine de la femme franquiste. Nos activités étaient basées sur nous avons l'autonomisation de la femme. Nous avons pensé qu'il était bon que la femme soit autonome pour accompagner l'homme dans certaines charges de la famille. Et nous avons aussi pensé qu'il était bon d'aller rendre visite aux malades. C'est de faire des dons, aux malades. Oui, on vous a vu descendre sur le terrain, justement, faire des dons aux malades. Bethesda, oui, effectivement. À Tinga, vers voilà, la nouvelle route Bastos. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes allés rendre visite aux malades et aux femmes qui avaient donné de la vie, parce que c'est elles qui permettent qu'on ait des futurs Camerounais, des futurs franquistes, les futurs franquistes, les futurs dirigeants de ce pays. On tenait à fêter avec elles et à leur dire que nous sommes ensemble. Et merci pour tout ce qu'elles font pour permettre à ce que le Cameroun évolue à travers le don de la vie. Ouais, le don de la vie. Puis vous avez rencontré des femmes qui étaient en difficulté aussi. Nous sommes allés aussi dans les orphelinats à l'Est. Ouais. Oui, nous sommes allés dans les orphelinats parce qu'on pense que, comme je vous l'ai dit plus haut, le franquisme pense que l'être humain doit être au centre de toute chose. On doit se battre pour permettre à la jeunesse d'évoluer, permettre à la jeunesse d'avoir accès à l'éducation, à la santé. C'est un peu ça. Alléger les souffrances des gens, du peuple. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On essaye de donner du sourire et d'accompagner nos confrères. Alors, vous redonnez du sourire, vous accompagnez vos confrères. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes de votre mouvement font en général? C'est vrai qu'on vous a vu il y a quelque temps à la fête de la jeunesse, il y a quelque temps aussi même dans la ville de Fouman où il y a des rassemblements, des regroupements. Il y a des jeunes qui se regroupent, qui discutent sur des thématiques, comment changer les comportements, comment essayer d'entrer dans l'entrepreneuriat, comment sortir peut-être de la précarité. C'est aussi ça votre boulot aussi dans le franquisme. Oui. Ça se passe comment exactement? Parce que le franquisme fonctionne avec des fonds propres, avec des donations des membres. Donc, quand on a la possibilité d'aider un jeune dans l'entrepreneuriat, on le fait. Selon les moyens que nous avons sous la main, on essaye de satisfaire tout le monde. Oui, parce que le Cameroun a besoin aussi d'une jeunesse entreprenante afin de permettre le développement de l'économie. Donc c'est pourquoi nous encourageons les jeunes dans l'entrepreneuriat et beaucoup plus les jeunes filles. Ah, beaucoup plus les jeunes filles. Pourquoi vous avez ciblé les jeunes filles? Parce que la femme est la mère de l'humanité, c'est elle le centre de la famille, c'est elle le noyau dur, si je peux me permettre de le dire ainsi. La femme, c'est le noyau dur de la famille et elle a besoin de se sentir importante en contribuant aux tâches ou en contribuant aux... Quand vous dites la femme spécialement, c'est comme si vous délaissez un peu non, les hommes. Non, du tout. C'est parce que la société a marginalisé la femme. Oui, c'est pour ça. Parce que si aujourd'hui on regarde, si on part dans le commandement, dans la territoriale,
vous remarquerez que sur 56 départements, nous n'avons que 2 femmes. C'est déjà quelque chose, mais la femme veut plus. La femme veut être au centre des décisions. Vous voulez quand même qu'il y ait un quota bien plus élevé de femmes. Un quota bien élevé de femmes. Chaque fois qu'il y a les femmes qui arrivent ici, c'est toujours des plaidoiries, des demandes. Mais c'est aussi bien d'avoir cette émission. Parce que les femmes demandent toujours ce quota. Hein. Oui, la femme a besoin Toutes les femmes, sur 80 femmes, toutes les 80 vont demander ce quota. La femme a besoin d'être au centre des prises de décision. Parce qu'elle a d'abord ce côté maternel. Et puis, les hommes sont les enfants des femmes. Et la femme ne peut que se battre pour l'intérêt de l'homme. Avec grand H, féminin ou masculin. Parce que tous deux sont les enfants. Sont nos enfants. Donc la femme ne peut que se battre pour le bien-être de ses enfants, homme comme femme. C'est pourquoi il serait important qu'on lui donne un peu plus. Oui. Il y a toujours cette demande qui revient. C'est pour ça. Voilà. Alors, vous faites aussi des formations, la fabrication des savons, comment s'insérer dans la société. Vous prenez des jeunes filles, par exemple, qui peut-être ont arrêté l'école ou bien qui n'ont pas de repères. Ça se passe comment exactement? Comment est-ce que vous les recensez? Comment est-ce qu'elles arrivent à vous? Nous travaillons avec les chefferies traditionnelles. Ah, les chefferies, d'accord. Oui. C'est pourquoi si, par exemple, on part à la brique, on part dans les chefferies, on essaye de voir les besoins des femmes et avec ce qu'on a, on essaye de faire nécessaire. Et ça se passe comment les formations? Qui les donne? Est-ce que vous avez des spécialistes qui arrivent ou bien que vous contactez? Ça se passe comment exactement? On a des spécialistes d'abord en tant que franquistes. Il y a les experts et tout. Franquistes. Et puis, quand on a besoin d'une formation, si parmi les franquistes, il n'y a pas une personne qui a la maîtrise dans la chose, on se rapproche vers une personne extérieure qui s'y connaît et on essaie de discuter, d'échanger. C'est comme ça qu'on s'arrange. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent la journée internationale de la femme, mais c'est beaucoup plus dans le volet la journée internationale des droits des femmes. C'est vrai qu'il faut parler des droits des femmes. On a eu cette problématique qui a été mise sur le carreau avec cette thématique pour cette année 2023. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Qu'est-ce que vous entrevoyez face à cette thématique bien déterminée? Face à cette thématique, la femme franquiste, elle est déjà dans l'informatique, dans les TIC, puisque nous travaillons beaucoup plus dans le digital. Donc la femme franquiste. Nous pensons aussi que la femme a besoin, surtout la femme de l'arrière-pays, parce que le réseau n'est pas étendu partout. Et puis, les moyens peut-être ne s'y prêtent pas. Oui, c'est pas tout le monde dans l'arrière-pays qui peut s'offrir un téléphone numérique. Donc, je pense que le gouvernement devrait aussi penser à cela. Oui, donc c'est une bonne chose parce qu'avec le numérique, il se passe beaucoup de choses. Il se passe des ventes, tu peux faire ton commerce et être autonome à partir d'une page Facebook ou TikTok ou Instagram et puis tu évolues. Quand tu as assez d'idées et que tu mets un peu de volonté, tu peux très bien t'en sortir. Donc le numérique, c'est un outil de travail important et indispensable à tous ceux qui veulent faire dans l'entrepreneuriat. Oui. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, l'économie numérique, parce qu'on va parler de l'économie numérique, c'est un atout, n'est-ce pas, pour le développement, puis un atout aussi pour autonomiser la femme, parce qu'on parle d'autonomisation de la femme. Mais néanmoins, c'est l'utilisation peut-être qui peut causer problème de temps à autre, car on a des jeunes qui utilisent mal le numérique. On se retrouve à soit balancer des sextapes, soit à avancer des phrases, des mots, des injures, soit peut-être aussi à user des fake news, des mauvaises informations. Ça se passe comment un peu, peut-être l'approche avec certains jeunes franquistes? Est-ce que vous faites des sessions de formation, notamment concernant l'usage du numérique, et comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent sur le numérique? Bon, on y a pensé. Bon, on n'a pas encore concrétisé ce projet, mais c'est en voie de se faire. Donc, parce que effectivement, on se rend compte que le numérique, quand il n'est pas bien utilisé, c'est comme une bombe à ça devient un danger quand même. Un très grand danger.
Oui, on devrait penser à mieux cadrer la jeunesse et mieux les sensibiliser sur le risque quand le numérique est mal utilisé, le risque et les conséquences que cela peut entraîner. Les conséquences que ça engendre, notamment, oui. C'est pourquoi nous sommes, parce qu'il y a déjà la cybercriminalité, c'est une bonne chose. Oui, bon, je pense qu'il faudrait encore qu'on réfléchisse mieux pour voir comment est-ce qu'on peut mieux cerner ce problème de cybercriminalité. Ouais. C'est en quelque sorte ça. Ouais. Le numérique, c'est une bonne chose, mais nous devons éduquer nos enfants et leur faire comprendre qu'ils devraient l'utiliser pour leur bien, parce que le numérique peut leur permettre d'avancer et bien avancer, puisqu'on peut apprendre aussi. On peut faire des recherches, d'études à travers des recherches à travers le numérique. Oui. On parle d'innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez demandé un quota. On parle d'égalité des sexes. Cela, selon vous, ça renvoie à quoi? C'est bon. Peut-être la femme n'utilise pas beaucoup plus le numérique. Bon, égalité. Mais je pense que les femmes utilisent peut-être plus que les hommes, le numérique, hein, parce que quand on regarde, si vous regardez les influenceuses, il y a beaucoup plus de femmes. Oui, quand on parle d'influenceuses, il y a beaucoup plus de femmes. Bon, si vous regardez les pages Facebook, on trouve plus de femmes dans ces pages-là. Donc, je pense que, bon, innovation, oui, il faut innover. Bon, innovation, bon. Mais je pense que les femmes utilisent le numérique et peut-être pas bien, oui. Donc, selon vous, il faudrait peut-être mieux recadrer. Oui, c'est vrai que vous avez parlé, vous y avez pensé au MCFP, de pouvoir avoir des sessions de formation avec les femmes, avec les experts du numérique et peut-être de la sécurisation, car on en a besoin aujourd'hui pour apprendre à s'autonomiser. Parce qu'on a, par exemple, vu, il y a des pays actuellement, notamment les pays occidentaux, même africains, on a le Kenya, par exemple, qui se démarque avec les nouvelles technologies, les startups, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'au Cameroun, les femmes pourraient peut-être, quelque part, s'appuyer sur le numérique pour peut-être s'autonomiser et peut-être ne plus être sur le joug peut-être des hommes, des femmes mariées, la femme soumise, comme on aime souvent si bien le citer? Oui, je l'ai dit plus haut. La femme peut utiliser le numérique pour faire son commerce, pour être entreprenante. Donc on parle du e-commerce, vendre sur Facebook, oui. Mais il faut aussi de la sécurisation, il faut aussi, vous savez, il y a les fake news, il y a les fake comptes. Comment est-ce qu'on peut faire peut-être c'est important c'est de le dire parce que c'est bien beau de dire, voilà, je veux ouvrir une page Facebook et commencer mon commerce. Mais il y a des aléas aussi qu'on peut rencontrer. On peut rencontrer des pirates, on peut rencontrer des gens qui peuvent vouloir peut-être mettre à terre votre commerce et créer une page et peut-être mentir que vous êtes la personne et les gens vont vous envoyer de l'argent. Comment ça se passe exactement? C'est pourquoi les créateurs des sites devrait plus sécuriser les sites internet afin de permettre à celui qui crée sa page Facebook ou TikTok de ne pas être attaqué par des hackers et autres. Donc je pense, hein, c'est le point de vue, c'est notre point de vue. Si les gouvernants pouvaient penser à cela, une façon d'appeler les créateurs des sites internet, des plateformes internet numériques à œuvrer à ce que, à permettre à toute personne qui crée sa page de pouvoir la sécuriser, parce que c'est vraiment important pour toute personne qui veut faire dans l'entrepreneuriat à petit coup. Oui, il peut facilement commencer d'un rien et se retrouver au sommet. Et c'est bon pour la société, même pour l'État. Oui, je pense. Oui, il y a quelques jours, c'était ce mardi, je veux dire, il y avait justement cette plateforme numérique, notamment pour les femmes entrepreneurs, qui était surnommée Meet Africa, où on rencontrait des femmes entrepreneurs qui venaient de l'Occident, des femmes camerounaises ou bien qui vont à l'extérieur, qui reviennent et créer des entreprises ici au pays. Et justement, durant cette session, il a été révélé que les femmes dans l'Afrique subsaharienne, ce sont les femmes qui occupent le plus grand nombre de places dans l'entrepreneuriat. Mais néanmoins, l'entrepreneuriat est beaucoup plus recasé dans l'entrepreneuriat de subsistance.
C'est pas l'entrepreneuriat où on peut quelque part essayer de faire développer une stratégie peut-être de structuration ou de développement d'un pays, mais c'est beaucoup plus l'entrepreneuriat de subsistance. Que pensez-vous peut-être de cette affirmation, peut-être ce constat aussi qui a été fait même par la Banque mondiale? Bon, je pense que nous devons trouver les voies et moyens pour permettre à ce que ce ne soit plus... Ça Parce que c'est un peu comme si les femmes faisaient l'entrepreneuriat pour survivre, pour manger. Je pense que c'est ça. Il faudrait que... Pourtant, il paraît que l'Afrique subsaharienne est justement le continent où on retrouve le plus de femmes dans le monde qui exercent l'entrepreneuriat. Oui, je pense que c'est ça. Et peut-être donner des fonds pour les aider. Les aider à mieux lancer leur activité. Oui. Non, peut-être que c'est mieux de peut-être orienter dans le volet où peut-être ça peut booster l'économie d'un pays et non juste pour aider la famille, manger, se nourrir, se vêtir. Pourquoi, si le pays donne les fonds, elle multiplie les fonds. Bon, on peut avoir peut-être des appuis, mais quelque part, compter simplement sur le gouvernement, ça devient quelque part aussi un peu récurrent et peut-être quelque part aussi... Qui doit s'occuper du social? Oui, le social c'est bien beau, mais aussi... Si vous faites des économies, ça vous arrive de faire des économies. Oui. C'est pas le gouvernement qui vous fait des économies. Ben, le véritable problème, si avec ces économies, moi je prends la femme moyenne qui n'a rien. Si avec ces économies, elle n'arrive pas à pouvoir développer, lancer vraiment son business et que l'État voit, parce que ça devrait être comme... Est-ce que vous savez que, bon, excusez-moi peut-être de la rhétorique, l'État c'est vous aussi, c'est moi aussi, hein? Voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Si vous avez un business, vous avez un certain nombre de revenus, parce qu'il faut aussi ce qu'on appelle la gestion des finances. Vous avez un certain nombre de revenus. Il faudrait que vous fassiez d'abord peut-être une étude déjà de votre capital, une étude, n'est-ce pas, de votre business. Et ça, peut-être, il faut aussi des professionnels. Et je crois qu'il y a aussi des formations qui sont faites dans ce sens. Parce qu'il faut orienter les femmes vers justement un entrepreneuriat déjà qui pourra leur apporter et qui pourra les aider au fil des années et non forcément peut-être pour survivre, subvenir aux besoins des enfants, payer la maison, parce que là, ça ne fait pas évoluer l'économie factuelle du pays, peut-être aussi. C'est une suggestion. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais le véritable problème, l'agriculture, il y avait ce problème. On a créé les fonds d'aide. Il y a Agritech, par exemple. Tout à l'heure, on parle de numérique, il y a Agritech. En même temps, on utilise le numérique aussi pour l'agriculture, aussi, entre autres. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, ceux qui ont vraiment des problèmes et qui montrent la volonté, et on voit, parce que c'est un suivi de dossier. C'est pas qu'on va rester, tu vas venir, tu vas dire non. Il faudrait qu'on sente, on étudie ta page. Il y a les petites entreprises, il y a le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est pour ça que j'ai dit le gouvernement. C'est pour ça que le ministère des petites et moyennes entreprises a été créé pour ça. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à émerger bien parce qu'ils n'ont pas de fonds et autres. Et il faudrait je pense qu'aussi il faut s'informer aussi parce qu'il y a des informations que peut-être certains entrepreneurs et peut-être jeunes start-upers n'ont pas. Il faut peut-être se rapprocher aussi des ministères. Même le ministère de la Jeunesse s'en occupe. Il y a par exemple le PTS Jeunes, il y a le YAP Connect. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en exergue dans certains ministères. Mais l'information peut-être ne passe pas ou bien peut-être les jeunes entrepreneurs ne s'informent pas beaucoup. C'est pourquoi la faute est toujours rejetée au gouvernement. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs, ils rejettent toujours la faute. On n'a pas de moyens, le gouvernement nous a abandonnés. Non, il faut se rapprocher et puis peut-être voir la stratégie avec laquelle on évolue peut-être aussi. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on communique. Puisqu'ils sont sur le net, si on communique régulièrement et autres, ils auront cette information. C'est ce que je pense aussi. Hein. Oui, qu'il faudrait que quand il y a une information, il ne faudrait pas garder l'information. Il faut communiquer régulièrement. Pour que même la personne qui est au plus qui est à l'arrière-pays puisse tomber sur cette information. Parce que l'école, c'est la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Voilà. Donc, à chaque fois, pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès à cette information. Parce que quelque part, quand la responsabilité t'incombe, tu te bats à se faire comprendre. C'est aussi ça, l'État, c'est le parent. Le parent se bat à toujours faire comprendre à l'enfant qu'il faudrait ci, il faudrait ça, à rappeler à l'enfant régulièrement ce qu'il doit faire. Bon, c'est ça.
Oui, l'État, comme le dit Madame Bekono, qui est ici avec nous, la trésorière nationale du MCFP, qui nous parle notamment de la femme dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, on parle de femmes qui s'autonomisent, des femmes, n'est-ce pas, qui boostent peut-être le quotidien et qui quelque part deviennent des modèles aussi pour d'autres femmes. Aujourd'hui on va aussi parler justement des difficultés rencontrées, peut-être aussi sur le terrain avec le mouvement. Quelles sont les difficultés particulières que vous avez souvent en général avec peut-être les sympathisants, les membres du mouvement et peut-être aussi peut-être la concurrence, on peut dire, il y a toujours de la concurrence, ça se passe comment exactement? Bon, la concurrence, on ne devrait pas avoir peur de la concurrence, on devrait affronter la concurrence. Le peuple s'attend à ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. La concurrence est une bonne chose. La concurrence fait travailler les gens. C'est une bonne chose. Nous avons nos objectifs et nous battons pour les respecter et les appliquer. Oui, parce qu'un franquiste se doit d'être un citoyen modèle. Et chaque jour, on le répète à nos membres et à nos sympathisants. Donc, c'est en quelque sorte ça. La concurrence, en toute chose, quand il n'y a pas la concurrence, ça veut dire que c'est pas normal. Pour moi, la concurrence, c'est une bonne chose. La concurrence, c'est une bonne chose. Elle permet de faire ressortir de s'améliorer, de trouver oui, une de vraie faire stratégie. ressortir le génie de chaque personne. Ouais. Donc aujourd'hui, vous gérez la concurrence avec le MCFP parce qu'on a beaucoup de mouvements qui sont nés aussi justement avec cette idéologie du franquisme. Ils sont libres. Moi, je sais que c'est le MCFP parce que tous sont les enfants du MCFP. Donc, je ne prends pas comme si c'était la concurrence. Si l'enfant veut marcher de ses propres ailes, voler de ses propres ailes, nos parents ne peuvent que être fiers. Il faut le rappeler, déjà quand je partageais l'affiche, votre affiche de l'émission, je suis tombée dans des forums WhatsApp où on disait que non, c'est pas ça le vrai mouvement franquiste c'est tel. Donc ouais, et puis je leur ai répondu, je n'ai pas beaucoup l'habitude de beaucoup discuter dans les forums, mais j'ai juste dit, regardez, suivez l'émission, elle va vous répondre et puis poser des questions, nous sommes là pour ça. Et s'il vous plaît, arrêtez d'appeler parce que je reçois beaucoup d'appels, envoyez des messages par SMS ou bien par le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont posés les questions, c'est pas ça le vrai mouvement, c'est le vrai, qu'est-ce qu'ils font là-bas, est-ce que c'est Franck Biaki derrière eux, est-ce qu'ils rencontrent souvent le personnage, ça se passe comment exactement? J'ai demandé à tout le monde de regarder l'émission, c'était la seule phrase qui a été dite alors. Ok. À ces personnes-là, je vais leur dire ceci. Le plus important, c'est l'avenir du Cameroun. C'est pas important de demander est-ce que Franck bien, non. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce qu'on vous dit. Si nous vous proposons quelque chose de bien, prenez-le. C'est tout. C'est tout. C'est pas le vrai mouvement. Tous ne peuvent pas venir nier qui sont nos enfants. Et un parent ne rejette pas son enfant. Ils sont nos enfants. Et nous, on n'en a rien contre quoi que ce soit. C'est bien la concurrence. La concurrence amène chacun à travailler. Le Cameroun en a besoin. Le Cameroun a besoin de la concurrence, mais de la bonne concurrence. Reconnaître la valeur de chaque personne. Donner à César ce qui appartient à César. C'est tout. Et voilà, écoutez, vous avez la réponse de la trésorière nationale qui représente ici, qui a été peut-être mandatée par le bureau exécutif. Alors aujourd'hui, on va aussi parler, tout à l'heure on parlait de femmes. Qu'est-ce que vous pensez du code de la famille qui n'est pas encore mis en évidence au Cameroun? Pour le code de la famille. Parce que beaucoup de femmes le réclament aussi, le code de la famille. Je pense que le code de la famille devrait penser beaucoup plus au droit, au sol, à la terre. Parce que les femmes ont des problèmes. Et le nouveau code doit être appliqué. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore appliqué. Parce que le problème de succession, c'est un véritable problème. Les femmes en souffrent. Les femmes en souffrent véritablement. Parce que rendez-vous compte que c'est la femme qui cultive beaucoup dans l'arrière-pays. C'est elle qui, chaque jour, et pour cultiver, elle a besoin des terres.
Et quand une femme, on l'interdit, une terre ou autre, on dit c'est le Bon, frère. souvent, certaines femmes n'héritent pas dans, oui, Voilà, c'est dans tout certaines ça. localités. Oui. C'est tout ça. Pour faire un champ, la femme a besoin de demander l'aval de son frère. Faites confiance aux femmes. Mhm. Faites confiance aux femmes et la société se portera mieux, je pense. Et sachez que les femmes sont d'abord vos mères. Les femmes sont vos mères, hommes comme femmes. C'est la femme la mère de l'humanité. Et tout ce que l'homme a appartient à la femme. Parce que l'homme sort des entrailles de la femme. L'homme aussi important, très important. Nous pensons aussi, par exemple, au franquisme, nous pensons que on devrait penser aussi à les congés de maternité. Ah, les hommes devraient en avoir. Mais ailleurs, il y a, en France, Voilà. aux États-Unis, les hommes ont des congés de maternité. Les hommes devraient avoir des congés de maternité parce que la femme, quand elle donne la vie, elle endosse tout. L'homme est obligé de quitter chaque matin et autres, elle reste seule à la maison. On connaît l'état des finances des familles. Ce n'est pas bon. Elle ne peut pas se permettre le luxe d'avoir une bonne. Ne serait-ce que son mari pourrait l'aider dans certaines tâches. Elle en a besoin. Donc, on devrait penser à cela. Nous, les franquistes, nous pensons que l'homme a droit au congé de maternité pour accompagner sa femme dans la période après accouchement. Voilà, c'est l'avis de la trésorière nationale concernant le code de la famille. Alors, on va parler des inégalités sociales. Aujourd'hui, c'est toujours dans ce même domaine. On voit toujours des femmes qui sont peut-être mises en retrait. Et tout à l'heure, vous avez parlé, c'est vrai qu'il y avait eu la conférence de Beijing, on parlait de 30%. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui disent que non, aujourd'hui, les 30% ne suffisent plus. Elles souhaiteraient même avoir 50, voire plus, si jamais elles sont efficaces, notamment dans le volet peut-être politique, dans le volet social, économique. Pourquoi est-ce que les femmes sont toujours mises en retrait? Quelquefois, on retrouve 8%, 15% des femmes qui sont peut-être mises en avant, mais quelque part aujourd'hui, les femmes réclament plus. Selon vous, est-ce qu'il y a lieu peut-être de dire, voilà, nous avons besoin d'avoir ça, nous ne voulons plus d'inégalité sociale, notamment concernant nos compétences, même peut-être nos diplômes, même si on n'a pas de diplôme, même dans l'entrepreneuriat, on s'en sort très bien. La femme a le droit de demander. Je vais vous dire. Si on part d'abord, allons dans le public. Nous avons 59 départements. Nous n'avons que 2 femmes préfètes. Dans la KDI et la Moufouakona qu'on a chez moi. Oui. On pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Je prends seulement cet exemple-là. Bon, si on va dans le privé, la femme a des difficultés à se faire embaucher. Quand la femme est là avec un homme, elle est compétente, mais on va dire quand on va prendre une femme, elle va tomber enceinte, problème de foyer, elle va faire 6 mois. Pourtant, elle est compétente. Elle a tous les diplômes qu'il faut. Elle peut mieux endosser le travail. Mais on préfère l'homme. Parce qu'il n'ira pas en congé de maternité, peut-être, soi-disant. Donc, je pense que la société peut faire mieux et donner plus à la femme. Parce que la femme, on peut faire confiance à la femme. Partout où il y a donc, femme, selon vous, c'est un problème de confiance, c'est un problème quelque part qui est mis en exergue, notamment concernant peut-être l'utilité de la femme dans la société, parce qu'on se dit, ce mot qui est souvent utilisé, sexe faible. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui se lèvent et qui ne veulent plus qu'on utilise le sexe faible. Parce que la femme n'est pas un sexe faible. La femme n'est pas un sexe faible. Oui. Bon, peut-être les hommes, parce que je suis sûre que c'est les hommes qui ont... C'était pour se rassurer. Mais au fond d'eux, ils savent que c'est la femme. Quel homme peut lever la tête devant sa maman? Ah, d'accord, on en arrive là. Écoutez. Quel homme peut lever la tête devant sa maman? Donc la femme n'est pas un sexe faible. Ouais. C'est les hommes qui font les lois. Et ils ont pensé. Et aujourd'hui, leur maman leur dit, mes enfants, pensez autrement. C'est tout. Penser autrement. Donc aujourd'hui, avec vous avez déjà les inégalités sociales, le code de la famille, vous revendiquez beaucoup plus votre place de femme dans la société. C'est peut-être ça aussi le franquisme. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes féministe? Féministe, non, je pense pas. Pourquoi non?
Parce que je pense qu'une société a besoin de deux sexes, de l'homme comme la femme. Et chacun Mais a le sa féminisme ne place. prône pas. Non, le féminisme ne veut mettre la femme plus en avant et quoi que ce soit. Non, mais les féministes aussi ont vos réclamations. Oui, je réclame, mais je reconnais que c'est l'homme le chef de famille et autres. Hein. Je reconnais cela. Il n'y a pas de commandant dans un bateau. C'est l'homme le chef de famille. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a des sociétés matriarcales où c'est la femme qui est justement, quand l'enfant naît, il prend le nom de la femme? Oui. En Afrique, même, on en trouve. Hein. Bon, oui, bon, mais ce sont les traditions. Oui, voilà. Vous travaillez avec des chefferies, vous avez dit que vous travaillez avec les traditions quand même aussi. Oui, ce sont les traditions, on respecte les traditions. Puisque si on regarde, normalement, le peuple ne peut jamais... Il ne peut jamais dire avec certitude qu'il est le père de l'enfant. Mais la mère, on ne peut pas douter. Donc, c'est normal. Donc. On peut donc dire que c'est la femme qui est le véritable chef de famille aussi, hein? En back-office. Non, que c'est la femme. Vous savez, il y a des religions, des tribus où la femme se lève le matin, elle balaye la cour, elle s'occupe des enfants, elle va au champ. Dites-moi un peu, voilà, est-ce que c'est pas elle la chef de famille? Elle fait la popote. C'est pourquoi je dis, en réalité, c'est la femme qui commande. L'homme, puisque la femme a tous les pouvoirs, naturellement même, Dieu a donné tous les pouvoirs à la femme. Mais il faudrait au moins que la femme fasse penser à l'homme que c'est lui le chef. Ah, on est dans de la roublardise. Hein? S'il y a des hommes qui nous suivent, je pense qu'ils seront un peu interloqués. Ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est vrai. Ah, d'accord. Un homme ne peut pas lever la tête devant sa mère. Ça dit tout. Un homme ne peut pas lever la tête devant sa mère, ça dit tout. Oui. Mais il y a des cas où des hommes renient leur maman aussi. Hein? Bon. Oui, ça peut arriver. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même des cas rares parce que déjà, on sait quand même que la relation mère-enfant, c'est comme une relation sacrée aussi, il faut le dire, il faut le souligner. Alors, voilà, nous en sommes là, on parle des femmes autonomes aujourd'hui, on parle d'autonomisation de la femme, on parle de la femme entrepreneur, on parle des droits des femmes. Voilà, c'est à ça que sert justement la journée internationale des droits des femmes et non à festoyer comme on l'a vu. Et puis, on vous a vu faire des dons dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et puis aujourd'hui, offrir des formations aux jeunes filles, causer avec elles, parce que causer aussi, c'est très important, avoir des causeries éducatives, comment se comporter en société quand on est femme, quel est l'apport de la femme dans la société. C'est vrai que vous abordez souvent plus cette thématique, outre même le fait que ce soit peut-être la journée des droits de la femme, ou le fait en général, parce qu'on a déjà fait quelques recherches un peu sur vos activités. Alors on va parler du Cameroun, toujours, nous sommes au Cameroun, on parle du Made in Cameroun. Comment est-ce que vous concevez cette problématique qui est mise sur le carreau depuis déjà quelques années? On parle de valoriser le Cameroun avec les produits locaux. C'est vrai que vous faites déjà des formations avec les produits locaux. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir le Cameroun et peut-être même l'Afrique, n'est-ce pas, du joug peut-être des importations occidentales qui viennent d'ailleurs? C'est vrai que c'est possible, mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux développer le Made in Cameroun selon peut-être votre regard? Nous pensons que consommer camerounais, c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen de se libérer en partie oui, de l'asservissement des Occidentaux. Je pense que le moyen des Cameroun, il faudrait qu'on pense vraiment à développer l'industrie camerounaise et à permettre aux familles de consommer des produits camerounais. C'est important pour nous. C'est vraiment important. Et moi, j'adhère à cela. J'adhère à cela. Je pense que, par exemple, je vais prendre un exemple banal. Hein? Oui. Beaucoup de gens connaissent mon point de vue là-dessus. Bon, mais je ne suis pas ici pour ça. Mais je pense qu'avoir un entraîneur camerounais, c'est important. Oui. C'est important, c'est très important. C'est important pour nous. Nous devons valoriser nos enfants. On n'a pas besoin. Vous pensez que l'importance d'avoir un sélectionneur camerounais, c'est mieux ça valorise peut-être le pays, ça valorise le continent? Oui, je pense. Pourquoi? Pourquoi? C'est la confiance qui est beaucoup plus mise et puis ça fait... Ça fait en sorte que l'enfant se sent et les autres, on devrait
valoriser nos talents. Oui, on devrait valoriser nos talents. On devrait chercher jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Parce que le bon, il y en a. Peut-être on ne le voit pas seulement. Parce qu'on le néglige. Parce que l'Occident nous a fait penser autrement. Oui. Donc je pense que nous devons valoriser nos talents. Nous devons valoriser nos enfants. Oui. Pour marcher, il faut tomber. Pour marcher, il faut tomber. Donc, je préfère qu'on tombe 100 fois. Mais qu'une fois qu'on sera relevé, on ne pourra plus tomber. D'accord. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle du Made in Cameroun. Il y a même, par exemple, sans publicité, à Carrefour, du 30, c'est du 30 mars au 2 avril, où on valorise les produits camerounais, n'est-ce pas, dans les espaces de ce grand hypermarché. Alors aujourd'hui, on voit quand même certains Camerounais se plaindre que le Made in Cameroun, en fait, revient un peu plus cher parce qu'on a des produits importés. Si un savon fabriqué localement coûte 700, 800, vous aurez un savon qui vient peut-être de la Turquie, qui vient de la France, qui coûte 300 ou 350. Je vais vous demander pourquoi. C'est parce que pour fabriquer, parfois, ils ont besoin des produits qui viennent de l'Occident. C'est pour ça que ça coûte cher. Mais il faudrait qu'on trouve le moyen de ne consommer que camerounais, ça nous reviendra moins cher. C'est tout. Ils ont tout fait pour nous bloquer et on doit tout faire aussi pour s'en sortir. Donc selon vous, il faudrait de nouvelles stratégies. Tout à fait. Nous devons réfléchir à sortir de cela et à être indépendants. Oui. Quel que soit ce que ça va nous coûter, on va souffrir. Mais ce qui est sûr, on laissera quelque chose de meilleur à nos enfants. C'est ça aussi le franquisme. Penser aux enfants. À penser au futur, penser aux enfants, à la suite, voilà, effectivement. C'est tout. Donc on va souffrir, il faut bien que des gens souffrent. Pour permettre pour améliorer il faut le dire à la télé, vous êtes là pour ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai que c'était la dernière question, ne veulent plus réellement avoir des difficultés. Ils veulent tout avoir facilement, aller devenir influenceur, entrer dans des réseaux compliqués, faire des trucs, on comprend même plus les jeunes filles qui veulent voyager, aller à Dubaï, faire je ne sais quoi, et voilà, distribuer de l'argent gratuitement sans forcément avoir un effort physique ou bien mental, psychologique. On ne comprend pas réellement pourquoi la jeunesse, on rencontre autant de déviance, même déjà sur les réseaux sociaux, même dans la vie courante. Est-ce que vous pensez que quelque part, les parents, peut-être ceux qui nous ont précédés, ont fauté, ou bien c'est la faute peut-être au digital? C'est, selon vous, à quoi on fait face aujourd'hui, face à ce genre de problématiques et ce genre de comportement? Les parents devraient se remettre en question. Nous avons tous fauté. Nous avons tous fauté. Parce qu'on a fait croire aux enfants que tout était facile. Pourtant, nous, on sait que c'est difficile. Mais on veut leur faire croire que c'est facile. Je vais vous prendre un exemple. Tu trimes chaque matin à avoir 1000 francs. Tu préfères donner 700 à ton enfant pour aller à l'école et rester avec 300 pour aller au boulot. Tu apprends la facilité à ton enfant. Qu'est-ce qu'on veut en tirer? On ne peut qu'en tirer de la facilité, de Dubaï et autres. C'est le résultat. Donc, nous devons tous nous remettre en question et essayer de voir comment gérer le problème dans lequel nous nous sommes nous-mêmes. Parce qu'il faudrait bien qu'on change la donne. C'est le point de vue que nous pensons. C'est ce que nous pensons, franquisme. Apprendre aux enfants l'importance de l'éthique, la moralité, savoir... Donc, selon vous, vous rejetez la faute peut-être aux parents qui ne s'y sont pas réellement bien pris en leur peut-être donnant certaines valeurs? On a ce problème. On a ce problème. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'un enfant qui se lève et gifle son enseignant? C'est parce que le parent a dit à l'enfant, quand tu pars à l'école, si on te tape, tu rends. Prouve que tu es un homme. Ah, prouve que tu es un homme. Oui, si on te tape, tu rends. Il n'y a pas le respect des aînés, le respect peut-être... L'enfant grandit avec cela. Je dis à la maternelle, quand tu es un enfant, tu lui dis, on te tape, tu rends. Il grandit avec cela. On tape, tu rends. Puisqu'on lui a déjà donné
On lui a inculqué ça. On lui a inculqué, on lui a dit, chante et tape, tu rentres. Il sait que c'est une bonne chose de rendre. Quand l'enseignant va lever la main pour le gifler, il va lever aussi la main. Et vous mettez ça dans le même contexte que les jeunes qui vont sur Internet, qui sont toujours en train de faire des nudes, d'insulter les influenceurs ou bien certaines personnes qui essayent de s'en sortir dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même des jeunes camerounais très frustrés sur Facebook, les réseaux sociaux. C'est toujours des injures. Vous allez voir sur la page des stars ou bien c'est des injures à répétition toute la journée. Il n'y a pas quelque chose de positif. 80% des messages, c'est des messages insultants, dénigrants. C'est l'éducation. On a un problème d'éducation. Un enfant bien élevé ne peut pas se permettre de dire un mot insultant à l'endroit de son semblable. Quand vous allez sur la page des stars, il ne peut pas le faire. J'ai vu sur la page de M. Cabrel Langip, c'était des injures à longueur de journée. Mais je sais pas. Ils ont des échanges, ils se font le. Oui. On l'insulte, mais même quand il fait quelque chose de bien, c'est toujours des injures. Et après, à la fin, tu vois une personne qui insulte, 2 jours après, il vient demander de l'aide. On ne comprend pas, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je me dis, on a fait on a pris le négatif. On a transformé le négatif en bon et le bon en négatif. Est-ce que la société est malade selon vous? Bien sûr. C'est ce que je dis depuis. On a un problème. Et c'est le parent qui doit résoudre. On doit commencer par la cellule familiale. C'est le parent qui doit résoudre ce problème. Tant que le parent ne résout pas ce problème. Je vais vous prendre un exemple banal. Si vous dites à votre enfant, quand tu sors, si tu vois, on est en train de lever le drapeau, tu t'arrêtes. C'est clair. À bas âge, il sait déjà que le drapeau, il doit s'arrêter. C'est un emblème il doit respecter le drapeau. Mais quand toi tu marches avec ton enfant, tu as l'enfant à main, on lève le drapeau, toi tu continues, tu tues l'enfant. Comment tu... Il y a même des habitudes, vous voyez des parents par exemple qui sont dans la rue, qui mangent une banane, ils jettent la peau de la banane, et puis dans le taxi, pareil, ils mangent des arachides, un maïs, ils jettent ça à travers la fenêtre, et l'enfant va suivre en fait. C'est tout ça. Oui, effectivement. C'est tout ça. Les parents ne prennent pas... Tu achètes le téléphone à ton enfant, tu ne prends pas... Avant d'acheter un téléphone à ton enfant ou bien de le permettre d'aller sur le numérique, tu devrais d'abord avoir une discussion avec ton enfant. Tu devrais pouvoir sélectionner ce qu'il doit pouvoir avoir dans son téléphone en qualité de logiciel numérique ou les pages. Mais si tu donnes à ton enfant, tu lui permets d'être partout. Il va entrer dans tous les sites. Même les sites interdits, il va entrer. Voilà, effectivement. Donc, souvent, vous rejetez la faute aux parents, notamment à l'éducation des parents. Oui. Nous sommes responsables, ne fions pas derrière nos responsabilités. Admettons qu'on a échoué et revoyons. L'idiot, c'est celui qui ne reconnaît pas sa faute. Voilà. Nous avons aujourd'hui Madame Bekononga, Christine, qui nous parle notamment des dérives dans la société. C'est aussi ça l'émission Talent de Femmes, parler de ce qui se passe dans la société avec une femme leader, parce que c'est le regard de la femme leader, l'éducatrice aussi, la conseillère aussi, celle qui a déjà eu à réaliser quelque chose dans la société et qui peut apprendre aussi aux autres qui peut-être voudraient lui ressembler et apporter aussi un plus, notamment concernant ses activités et ses aptitudes. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la dernière phase de l'émission qui n'est autre que le quiz. Alors, nous sommes de retour sur Talent de Femmes. Oui, comme vous l'avez vu, depuis quelques temps, on échange avec Madame Christine, la trésorière nationale du MCFP, qui nous a parlé du mouvement et puis comment faire pour adhérer et quelles sont leurs activités, comment ça se déroule au quotidien. Et là, maintenant, nous en sommes à la dernière phase de l'émission qui est le quiz. Alors, pour cette phase, ici, on parle des questions d'intérêt général. On va parler peut-être des questions qui concernent l'enfant, la femme et puis ce qui se passe en général dans la société et notamment l'actualité probante où on va discuter un peu, essayer de recueillir l'avis un peu de notre invité, de ce qu'elle pense de certaines situations. Alors la première question va concerner justement les enfants et la santé. La santé, c'est l'autisme. Nous savons qu'on célèbre chaque 2 avril la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme ou encore appelée trouble au spectre autisme, de l'autisme. Alors aujourd'hui, on va parler des enfants autisme car aujourd'hui, on rencontre souvent des parents, des familles
qui abandonnent les enfants. On parle des enfants fous, des enfants possédés, des enfants serpents, des enfants je sais pas trop. Et il y a justement cette phobie qu'on a avec des enfants qui naissent différents. Aujourd'hui, on a une journée internationale instaurée par les Nations Unies depuis 2007 qui célèbre, n'est-ce pas, ces enfants pour la sensibilisation, car ce sont des enfants peut-être certes différents, mais ce sont des êtres humains que des parents ont voulu avoir, mais qui peut-être sont pas nés comme on le souhaiterait, mais qui sont des êtres humains, des enfants comme les autres. Il faudrait aujourd'hui l'expliquer peut-être à la société. Nous allons donc poser la question à notre invité. Que pensez-vous de l'autisme aujourd'hui? Car on voit souvent des jeunes enfants qu'on abandonne peut-être dans les rivières. On dit voilà, ça c'est un enfant serpent. On abandonne, ça c'est un enfant qui est fou. Il bégaye, il parle, il a de la bave. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit sensibiliser certains parents? Et peut-être même la société aussi. Je ne comprends pas comment un parent peut abandonner son enfant. Hein. Ouais. Qu'il soit autiste, Il y en a beaucoup qui sont abandonnés. qu'il soit fou. C'est ton enfant. Il est sorti de tes entrailles. Tu dois le soutenir. Et puis les enfants autistes sont des enfants très intelligents. Ils ont besoin juste d'amour. Ils ont besoin juste d'amour. Il faut les aimer. Ce sont vos enfants. Et ils vous donneront le sourire chaque jour. Ce sont des enfants intéressants. Oui. Ce sont des enfants très intéressants. Donc moi, je ne conçois pas ça. Et puis je n'arrive pas à comprendre. Hein. Je pense que peut-être que c'est un problème. Je sais pas si c'est la société. Comment un parent peut abandonner son enfant? On parle dans certaines traditions où on demande d'abandonner ses enfants parce que ce sont des enfants venus de l'au-delà, des enfants qui ont peut-être des mauvais esprits. Certains on dit on les abandonne au bord de la rivière, ils se transforment en serpents, ils disparaissent, ils entrent dans l'eau. Bon, écoute, on a eu beaucoup d'enfants qui sont morts par la faute de certains parents. Il y a le rejet aussi social. Parce que vous voyez un enfant autiste, il va peut-être avoir des crises, crier, peut-être avoir des gestes que peut-être d'autres enfants n'ont pas. On va les rejeter, les classifier comme des enfants anormaux. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de cette journée? Est-ce qu'aujourd'hui, cette journée devrait être une journée véritable de sensibilisation et de dire peut-être aux jeunes, même dans la société, même ceux qui n'ont pas d'enfants autistes, de les accepter aussi comme des enfants normaux? Ce sont des enfants. Ce sont des enfants, on ne peut pas les rejeter. Et je l'ai dit, un parent ne saurait abandonner son enfant. Quand bien même quelqu'un te dit d'abandonner ton enfant, c'est ton enfant. Comment tu peux avoir le courage d'aller le laisser au bord de la route et partir? Je ne comprends pas. C'est ton enfant. Et ces enfants donnent tellement de bonheur. Pourquoi les rejeter? Oui, on devrait encadrer ces enfants. On devrait les aimer, leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. Et nous ferons qu'ils nous redonneront cet amour. Ils sont plus vrais que beaucoup de personnes qu'on dit normales. Oui, ils sont plus vrais. On n'a pas le droit Comme le dit ma mère, ton fou, c'est ton fou. Tu ne vas pas jeter ton fou. Tu ne peux pas jeter ton fou. C'est ton enfant, tu te dois de t'occuper de lui. Tu te dois de l'accompagner dans la difficulté qu'il a. Tu te dois de permettre à ce qu'il soit autonome, qu'il ait une certaine autonomie. C'est ton enfant. À chaque chose, le Seigneur est le seul à savoir pourquoi. Et puis, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Derrière quelque chose qu'on voit négatif peut en ressortir des très beaux instants. Oui, des instants de bonheur inestimables. Donc moi, je pense que ce sont des enfants comme tous les autres. Voilà. Peut-être différents, mais ce sont des enfants comme tous les autres. Moi, voilà, justement, on devrait les aimer autant du côté paternel que maternel. L'affection doit être donnée comme avec chaque enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui se lèvent aujourd'hui pour dire stop à ça. L'Afrique a beaucoup justement sévi dans ce domaine de sensibilisation, maintenant de rejet d'enfants autistes avec des abandons. Des fois même, quand on se rendait compte que l'enfant était autiste, certains dans certaines tribus, je ne vais pas citer peut-être cette tribu ici, tuait ses enfants. Quand l'enfant avait 1 an, 2 ans et qu'il n'apparaissait pas comme les enfants un peu normaux, on les tuait. Et voilà, aujourd'hui, on a les Nations Unies qui se sont levées et ont dit non, il faudrait que les parents puissent, n'est-ce pas, essayer de regarder et de prendre en compte le fait qu'ils soient nés comme ça, avec un certain dysfonctionnement, mais ce sont des enfants normaux aussi, quelque part. Voilà, on va maintenant passer, vous êtes une femme, aujourd'hui, on sait que vous défendez la cause des femmes, des violences basées sur le genre, dont les femmes violentées, les VBG. Aujourd'hui, on parle beaucoup
des violences basées sur le genre. C'est célébré même avec 16 jours d'activisme en novembre. Aujourd'hui, on voit des femmes aujourd'hui qui certes subissent des violences de part de leur conjoint, subissent même des violences psychologiques, même avec les collègues, avec les amis, mais qui aujourd'hui préfèrent se taire car elles ont peur du regard de la société, elles ont peur aussi de la pitié, elles ont peur peut-être de se dévoiler, du qu'en dira-t-on, du regard de l'autre. Que pensez-vous peut-être de ces femmes qui aujourd'hui ne veulent pas se révéler ou bien ne veulent pas assumer le fait qu'elles soient peut-être des femmes maltraitées? Je pense que pour résoudre le problème, il faudrait d'abord l'assumer et l'accepter. Si elles veulent résoudre ce problème, il faut qu'elles acceptent d'abord qu'elles sont maltraitées. Et là, elles pourront aller de l'avant. Tant qu'elles n'acceptent pas qu'elles sont maltraitées, elles vont rester dans le déni. Oui, elles seront toujours maltraitées. Ce n'est pas une bonne chose. Et parfois même, ce sont des femmes qui ont été maltraitées peut-être depuis l'enfance. Et elles trouvent que c'est normal. Ah, selon vous, ça devient une habitude déjà d'être maltraitée par son conjoint, par ses proches? Oui, parce qu'une femme qui n'a jamais été battue ne peut pas concevoir qu'on lève la main sur elle. Oui, moi je me dis, peut-être qu'elles ont un problème psychologique. Oui, parce que nous devons aussi les comprendre. C'est sûr qu'elles doivent avoir... Donc vous pensez que c'est le syndrome de Stockholm ou bien ton bourreau devient quelque part la personne que tu aimes? Puisqu'on le voit. Non, mais il y a aussi ce côté où les femmes peut-être veulent se sortir de là, mais elles ont peur du regard de la société. Et aussi, il y a souvent la famille, par exemple même les mamans qui disent, le mariage, c'est supporter. Il faut supporter le mariage. Parce que ton père me battait aussi. Parce que la mère peut dire ça à la fille, ton père me battait, mais je supportais, je peux partir. Pourquoi tu veux partir? Je me dis, ça veut dire que quelque part, la femme n'est pas autonome. Quelque part, elle n'est pas autonome. C'est l'on parle de soumission, même dans le négatif. Oui, elle n'est pas autonome parce que je me dis, elle reste parce qu'elle sait qu'elle reçoit tout de son homme. Elle n'a pas le courage de partir et de se sévrer, d'être sévrée de tout ce luxe. Elle est obligée d'accepter. Et la famille ne l'encourage pas, peut-être parce que le beau-fils leur donne tout. Bon, mais... C'est une histoire d'intérêt aussi. Parfois, oui, dans certaines familles, c'est ça. Ah, c'est l'intérêt. Je pense qu'il y a certaines... Parce que je ne conçois pas qu'une femme soit battue, une femme soit maltraitée, et elle reste. Et elle reste, on n'a qu'une seule vie. Elle peut mourir. Elle fera quoi? Elle fera quoi? Et parler fait du bien. Parler fait du bien. Elles doivent en parler. Cette terre, ça détruit. Ça détruit et puis tu n'as pas le courage. Parler peut te faire sortir et te donner le courage d'avancer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre mouvement de recevoir des femmes qui ont eu peut-être ce genre de cas de figure? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais vraiment, nous voulons dire aux femmes, si vous avez ce problème, nous sommes situés ensemble, sauf avant. Veuillez nous contacter et on essaiera de causer avec vous et d'avancer avec vous. Certes, une famille doit rester unie pour le bien psychologique des enfants, mais une famille où règne la violence détruit aussi plus l'enfant. L'enfant va naître va grandir avec l'idée que la violence est une bonne chose. Or, c'est pas ça. Parce que les parents sont les exemples pour leurs enfants. L'enfant copie plus ce que le parent fait en sa présence. Donc, c'est important de tuer cette gangrène et d'avancer dans l'harmonie et l'amour. C'est ça le foyer. Je ne pense pas que le Seigneur a créé un foyer pour que règne la violence, la turbulence. Alors, on va parler d'immigration. Aujourd'hui, on voit ce phénomène de jeunes Africains qui voyagent, qui vont même mourir en mer, qui passent par le désert, qui des fois n'arrivent même pas à destination car ils veulent aller en Espagne, en France, en Italie, entre autres, qui veulent aller en Europe parce qu'ils disent que là-bas se trouve peut-être l'Eldorado, le paradis et ils pourront peut-être réussir. Est-ce que selon vous, l'Afrique doit immigrer? Parce que tout à l'heure, on a parlé du Made in Cameroun. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette immigration quelque part un peu chancelante où on voit beaucoup de pertes en vies humaines, notamment il y a quelques jours, il faut le rappeler, on a 25 Camerounais qui sont portés disparus en mer jusqu'à aujourd'hui. Il y a 25 Camerounais quand même. Je pense que l'État doit trouver un moyen, une solution. On est bien chez soi. Je ne pense pas que ces jeunes ont le choix.
s'ils avaient à choisir, ils resteraient chez eux. Oui, c'est mon point de vue. Hein. Ces jeunes ont juste besoin qu'on leur donne la chance dans leur pays. Une chance de pouvoir travailler, une chance de pouvoir s'exprimer, montrer leur savoir-faire chez eux. Je pense que c'est pour ça qu'ils essayent d'aller chercher l'Eldorado ailleurs. Pourtant, ils pensaient que l'Eldorado c'était dans leur pays. Ils pensent même, je crois. Hein. C'est pas de gaieté de cœur qu'ils prennent ce chemin-là. Ils le prennent pour chercher un Eldorado. Et l'État se doit. Parce que nous sommes tous les enfants de l'État. Et nos parents doivent encadrer ces enfants. Oui. On a certes des difficultés. C'est pourquoi je pense que nous devons trouver le moyen de résoudre le problème économique. Parce que Made in Cameroun permettra de faire en sorte que l'économie camerounaise soit un peu plus forte. Oui. Donc je pense que l'État se doit de trouver les voies et moyens pour que les jeunes n'immigrent plus. En trouvant... Excusez-moi, mais aujourd'hui vous êtes au Cameroun, vous vivez au Cameroun, vous n'avez pas immigré. Moi-même je vis au Cameroun, nous sommes au Cameroun, on vit. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui veulent immigrer et d'autres pas? Est-ce que quelque part aujourd'hui, ça n'a pas été bien compris, le côté de voyager pour travailler? Ou bien si déjà dans ton pays tu ne t'en sors pas, je ne sais pas si c'est ailleurs que tu pourras t'en sortir. Pourquoi ils n'utilisent pas les voies et moyens qui sont dans les normes? Et le côté voyager par mer et puis arriver à être sans papier pendant des années, errer en Europe, même si jamais on arrive à traverser, quelque part c'est aussi une perte peut-être pour le pays, parce que nous avons des fois même des jeunes commerçants qui avaient gardé de l'argent, qui disent voilà j'ai fait 5-10 millions que j'ai gardé, avec ça je vais traverser le désert et voyager. Pourtant il aurait pu investir ici quelques années plus tard, après avec les gains voyager normalement. Pourquoi est-ce que quelque part on ne trouve pas une orientation qui peut aider ces jeunes à pouvoir comprendre qu'ils peuvent réussir dans leur pays également? Non, pour celui qui est un jeune commerçant qui réussit déjà à faire 10 millions, il vit dans le Cameroun. Pour lui, moi je ne parle pas de ce genre, non. Quand je parlais, ce n'était pas de ce genre de personnes. Je parlais pour celui qui n'a rien. Parce qu'il y a quelques années, je crois qu'il y a un an, on a donné la liste des Camerounais, des Africains qui étaient justement décédés dans la mer. J'ai vu sur la liste, il y avait des jeunes entrepreneurs. Il y a même une histoire, une dame, c'était à Douala, qui racontait, ma fille est partie, elle n'a dit à personne, elle est partie avec les 4 millions de la Réunion. 4 millions quand même de la Réunion. Elle a eu 4 millions, elle est partie avec ça. Pourtant, elle aurait pu investir les 4 millions. Et elle avait une boutique, attention. Elle avait une petite boutique et un enfant. Voilà. Voilà, c'est ça. ça. Moi, pour ce cas-là, vraiment, je suis radicale, c'est pas normal. Et elle est morte justement dans le désert. Les autres, c'est parce qu'ils n'ont rien. C'est parce qu'ils n'ont rien. Puisque si tu as 4 millions, tu peux déjà essayer d'investir. Ou bien si tu veux voyager, d'investir. Ou bien investir et attendre que tu aies le montant demandé pour voyager. Pour avoir un visa normal et les papiers à bord de Edufort. Donc moi, je ne parle pas de ces genre de personnes parce que moi, ça n'a pas... J'ai vraiment pas... Moi, c'est vraiment... Je ne saurais parler de ces genre de personnes. Moi, je parle de ceux qui ont des difficultés au Cameroun. Oui. De ceux qui ont des difficultés, qui veulent rester, mais qui sont désespérés. Parce que pour eux, c'est le désespoir qui les amène vers là. C'est le désespoir. C'est pourquoi je dis l'État, c'est le papa. Quand l'enfant est désespéré, le papa se doit de se battre pour trouver une solution. Donc c'est dans ce sens-là. Moi, je ne parle pas de ceux qui se débrouillent bien, qui ont un plantain dans leur plat tous les jours. Mais qui décident d'aller tenter l'aventure. S'ils ont l'aventure, ils ont des sensations fortes, tant mieux pour eux.
Moi, je ne saurais donner mon point de vue sur c'est leur choix. D'accord. Alors, c'est un peu dur, mais bon, c'est ça aussi, les femmes leaders, donner des conseils vrais et aussi des bons conseils aussi. Alors, nous arrivons déjà au terme de cette émission, mais avant de partir, Madame Christine, face à la caméra, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil, notamment aux jeunes qui veulent intégrer le mouvement MCFP et aussi aux jeunes femmes qui souhaiteraient aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, s'autonomiser? Quel est le conseil que vous, en tant que femme leader, en tant que femme d'association et qui a déjà eu à côtoyer ce genre de personnes, en tant que femme déjà qui a même un peu réussi, qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil? Je vais d'abord parler à la jeunesse, ceux qui veulent intégrer au mouvement franquiste. Nous, aux franquistes, nous prenons tout le monde. Le franquiste, c'est pour les Camerounais. C'est pour tous ceux qui pensent que le Cameroun a besoin d'être émergent, de se développer. C'est tous ceux qui pensent que nous avons besoin d'évoluer. Il est temps pour nous de voir autrement, d'avancer main dans la main, unis. Si vous avez le besoin de nous rejoindre pour qu'ensemble, nous pensons d'un Cameroun émergent, prospère, uni, dans la paix, l'amour, la fraternité, où nous respectons tous nos institutions, nous respectons nos aînés, quel que soit ce qu'ils sont. Nous avons le devoir de respecter nos aînés comme nous ont inculqué nos parents. Nous ne devons pas sortir de la norme juste parce que, par suivisme, juste parce que, je sais pas, quel que soit le mal dans lequel nous sommes, nous devons nous asseoir, nous regarder en face, discuter, trouver un terrain d'entente. Parce que nous sommes tous des frères. Nous sommes dans un bateau. Si nous coulons tous, personne ne sera sauvé. C'est pourquoi je vous invite que vous venez pour qu'ensemble, nous pensons d'un Cameroun nouveau, prospère, uni, dans la paix. Il y a la place pour tous. Maintenant, aux femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, rien n'est facile dans la vie. Nous avons besoin de développer en nous un mindset. C'est ça, non? Voilà. Pour que, parce que vous pouvez commencer, vous tombez, vous pouvez commencer 100 fois, vous tombez. Mais il y aura un jour où vous allez réussir. Et cette fois-là, rien ne pourra plus vous arrêter. Vous avez beaucoup de choses en vous. Vous êtes des femmes fortes. Vous pouvez y arriver. Croyez en vous. Croyez en vous, car vous seul pouvez vous offrir l'Eldorado que vous voulez. Et cela se fait par le travail. Par le travail. C'est tout. Une femme entreprenante se doit de travailler chaque jour et n'a pas peur de l'échec, parce que l'échec, c'est aussi une façon d'apprendre. Qui n'a pas connu l'échec n'a pas connu la difficulté. Donc, l'échec ne doit pas vous faire peur. Vous devez avoir peur quand vous réussissez continuellement. Là, vous devez avoir peur. Et là, vous devez faire très attention. Quand vous échouez, recommencez. Parce qu'un jour, vous allez réussir. Croyez juste en vous et croyez au Cameroun. Croyez juste en vous et croyez au Cameroun qui n'a pas connu l'échec, n'a pas connu la difficulté. Là, ce sont les dernières phrases de Madame Bekono qui était avec nous, qui était notre invitée. Merci d'être passée chez nous et puis on espère que vos activités seront toujours prospères et puis que le franquisme continuera à vivre. C'est nous qui vous remercions et je ne voudrais pas finir sans saluer mon président exécutif, M. Mohamed Raïm, à qui je souhaite ici toutes mes condoléances les plus attristées. La vie, c'est aussi ça. Il faut savoir faire avec. Alors, bon week-end. On arrive au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à toute l'équipe technique, à Ben Vance, à Anissé à la diffusion. On dit merci à la supervision de Général Dieudonné Vang. On dit merci aussi à toute l'équipe qui s'est mise pliée en quatre, j'espère, pour nous organiser cette émission. Passez un bon week-end. Surtout, soyez sages et continuez toujours d'avoir du punch et continuez toujours d'avoir de la niaque pour essayer de changer votre univers. Passez un bon week-end et on se dit à samedi prochain.